pourquoi est-ce que les géodatas sont si importantes pour faire face à ces enjeux de la transition écologique. Et est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on s'en sert? Voilà, à force de venir ici chaque année, j'ai fini par comprendre que les cartes étaient quelque chose d'important pour vous. Donc je vous propose de projeter une carte de France avec 8 villes. Lille, Rennes, Strasbourg, Lyon, Angers, Châteauroux, Bordeaux, Le Mans. Donc vous avez ces 8 villes en tête là, sur la carte de France. Et puis on va prendre les données de température des décennies 60, 70, 80 et on les compare à celles de 90, 2000, 2020. En réalité, déjà aujourd'hui, le climat à Lille est devenu celui de Rennes. Le climat au Mans est devenu celui de Bordeaux. Le climat de Châteauroux est devenu celui d'Angers. Le climat de Strasbourg est devenu celui de Lyon. C'est déjà ce qui se passe actuellement. Et aussi, c'est des choses qu'on peut documenter très précisément grâce à la donnée. Donc derrière cette illustration, on retrouve l'enjeu de l'adaptation, parce qu'on parle beaucoup d'atténuation, de réduction des émissions de CO2. Donc, il y a un chiffre que je martèle à chaque fois parce qu'il illustre bien l'ampleur du défi. C'est la nécessité d'éviter 138 millions de tonnes de CO2 en seulement 6 ans, d'ici 2030, et de rappeler que c'est plus que les 33 dernières années cumulées. Et puis donc faire ce focus sur ce qui relève de l'adaptation, ces fameux 4 degrés qui ont beaucoup surpris quand ils ont été jetés dans le débat public, qui vont bientôt se traduire par un plan national d'adaptation au changement climatique, qui va être présenté dans les prochaines semaines, qui est prêt, que je vous invite à suivre, parce que vraiment, là, vous verrez, la partie géodata, données en général, est extrêmement importante dans ce plan. Il y a également une action spécifique au recours à l'intelligence artificielle pour l'adaptation au changement climatique. Donc l'idée, c'est d'aider notamment les territoires à beaucoup plus utiliser la donnée et l'intelligence artificielle frugale pour s'adapter. Voilà, donc c'est devenu une vraie priorité que d'être en capacité non pas uniquement d'utiliser la géodata, la donnée, pour accélérer la réduction en fait, des émissions de CO2, mais également pour réussir cette adaptation. L'urbanisme favorable à la santé est devenu une problématique majeure en France. Il y a des élections municipales qui se profilent en 2026 et on voit l'ensemble des territoires français qui essayent de s'organiser pour avoir des réponses efficaces en termes de végétalisation et de maîtrise des îlots de chaleur. Et tout ça passe là aussi par la géodata avec un phénomène qui s'accentue et qui s'accélère. Pour rebondir sur ces propos, en fait aujourd'hui, et Thomas tu l'as bien dit, on est soumis à plein de contraintes, le stress hydrique, alors à l'échelle métropolitaine, mais l'Alliance des territoires, et on voit bien aussi que les politiques publiques s'engagent sur ces notions de coopération et de co-vision, voire de co-projection. On le voit aujourd'hui, et la donnée aujourd'hui, elle nous permet à la fois de poser un diagnostic, et donc un consensus sur quel est le diagnostic aujourd'hui. Je pense que maintenant on arrive à une maturité qui fait qu'on est à peu près d'accord à la fois sur des visions micro-locales, sur des visions nationales et sur des projections internationales. Et le deuxième sujet, ces données-là nous permettent aussi de pouvoir, alors non pas se projeter sur un temps long, mais de pouvoir identifier les lieux, les actions communes où on doit en fait agir assez rapidement, quelles que soient les perspectives de neutralité, de la temporalité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que parfois la donnée, on essaie de la mettre effectivement en place pour conforter un ressenti et donc, on va dire, légitimer une action. Donc oui, on va vous aider parce qu'effectivement, la véracité des données nous montre que vous avez raison. Parfois, il faut aller plus vite. Si je reviens sur les îlots de chaleur, là, on voit bien que sur un temps un peu plus long, là, on a besoin d'avoir des scénarios d'implantation pour rationaliser en fait notre effort. Si on avait aujourd'hui suffisamment d'argent, on pourrait faire tout ce qu'on le veut. Et c'est là où en fait la donnée devient excitante, même d'un point de vue scientifique, mais décision politique, parce qu'en fait, elle peut à un moment donné révéler soit des évidences, et auquel cas il y a très peu d'intérêt, confère ce que j'ai dit pour les écoles, soit aller identifier effectivement des scénarios qui étaient pas forcément perceptibles
d'un point de vue humain, même si on avait tous les ingénieurs autour de la table, parce qu'on a à la fois cette notion d'échelle, d'alliance des territoires sur lesquels il faut avoir une vision un peu plus complexe que le périmètre sur lequel les acteurs travaillent au quotidien. Et ça, c'est un élément important, parce que souvent, on n'est pas interopérable, pas technologiquement parlant dans la donnée, mais d'un point de vue gouvernance de la donnée. Et là, on voit que le fait de s'affranchir de cette gouvernance, que peuvent très bien faire tout un tas d'organismes, nous permet effectivement, nous, d'avoir une décision plus éclairée. Et puis surtout, ça nous permet d'avoir du rétroactif. Donc, la donnée, elle est parfois inutile et il ne faut surtout pas l'écouter ou chercher à l'écouter parce qu'il faut aller vite. Et le bon sens de l'être humain doit être réactivé. Et parfois, elle nous aide dans une configuration dans laquelle on a besoin d'aller chercher de l'interopérabilité. C'est vrai pour la donnée brute, mais c'est vrai pour le croisement de données. Alors, moi, je voudrais juste dire un truc sur les territoires en creux ou les territoires ruraux. C'est qu'il faut arrêter de nous regarder uniquement comme des consommateurs de données. Ça veut dire qu'en gros, il y aurait des gens beaucoup plus intelligents que nous qui fabriqueraient des trucs super. Et puis ça descendrait, on se les prendrait. Nous, on serait un peu ballot, quoi, un peu baoul, comme on dit chez moi. Mais bon, finalement, un peu aidé, on arriverait à les appliquer. Ben, c'est pas tout à fait comme ça la réalité. La réalité, c'est qu'on produit de la donnée dans les territoires ruraux. Alors, je ne vais pas vous donner beaucoup d'exemples, mais en tout cas, je vais vous en donner 2 ou 3 rapides. 1, on fait de la toponymie. Quand on fait la base d'adresse locale, heureusement qu'on l'a filé aux communes. Heureusement qu'on n'a pas cédé aux sirènes d'organismes nationaux qui allaient fabriquer une base d'adresse nationale qu'elle a ensuite dégoulinée sur les territoires. Heureusement qu'on s'est tous battus pour que ça marche à l'envers. Heureusement que c'est les communes qui ont fait la banne. La deuxième chose, sur les risques, on a un savoir-faire et une connaissance du territoire qui est absolument indispensable pour gérer les risques. Thomas parlait des incendies, on a, nous, désormais en Corse, des feux d'hiver. C'est un truc qui n'existait pas. Maintenant, il y a des feux en janvier, en février. Si vous ne connaissez pas bien votre territoire, si vous n'avez pas une parfaite connaissance de la façon dont le feu peut se développer, parce que vous avez une expérience qui est accumulée, c'est très difficile de modéliser des trucs sur lesquels personne n'a jamais travaillé, parce que ça n'existait pas, les feux en janvier-février. Donc ça, c'est une deuxième chose sur laquelle il faut absolument s'appuyer sur la connaissance du territoire qu'on peut avoir dans les communes très rurales. Dans les trucs que j'ai entendus qui sont très intéressants, c'est la partie objectivation, notamment sur ce que vous avez dit. Je pense que, ça échappe à personne, que le territoire évolue très vite et de plus en plus vite, du fait de l'action directe de l'homme, l'artificialisation, le recul de la biodiversité, mais de l'effet indirect aussi via les effets du changement climatique, on l'a dit, les feux de forêt, le recul des glaciers, l'élévation du niveau des mers, le recul du trait de côte, les crues éclairs, avec ou sans glissement de terrain, etc., avec des impacts qui sont colossaux, aussi bien d'un point de vue humain, financier, et je dirais aussi politique. Donc voilà, donc il faut être capable de pouvoir observer les évolutions du territoire. Et quand je dis évolution du territoire, ce n'est pas que les évolutions statiques du territoire, c'est des évolutions dynamiques du territoire, les phénomènes qui s'y déroulent. Ça a été noté notamment par Étienne Klein hier. Donc il faut observer le territoire et les zones en jeu à la loupe et en continu. Je pense que ça, c'est extrêmement important, et donner à voir les changements, notamment on pourra peut-être parler de la détection des changements, mais donner à voir ces changements de manière très rapide, et les donner à voir via des cartes. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Tout le monde est capable de comprendre des cartes pour pouvoir alarmer. C'est extrêmement important, et pour pouvoir aussi appuyer les décisions et les politiques publiques de manière objectivée. Voilà. Alors ça va peut-être venir après, mais clairement, comme on a pu le faire jusqu'à présent et comme ça peut se faire en Europe, notamment par les agences cartographiques, on fait une couverture du territoire en général tous les 3 ans. Et ça, c'est clairement plus suffisant. Donc là, il y a un truc qu'il faut craquer, c'est d'être capable, et je pense qu'on va en reparler aussi avec Pascal, de pouvoir observer le territoire de manière beaucoup plus rapide que ce qu'on fait jusqu'à présent. Mais ça pose tout un tas de questions financières aussi, c'est comment on s'organise pour être capable de pouvoir regarder le territoire de manière plus fine que ce qu'on faisait auparavant, parce que les enjeux sont colossaux.
un des grands avantages du spatial, c'est qu'il permet de faire des mesures denses, homogènes, sur l'échelle de l'ensemble du globe, puisque les problématiques qui nous concernent, changement climatique, pollution, etc., sont des phénomènes souvent qui sont à l'échelle du globe, avec des conséquences locales. Donc c'est intéressant de pouvoir faire ces changements d'échelle, de passer du globe à des échelles plus locales, et ça c'est tout à fait effectivement la force de ce qu'on peut faire avec des satellites. Pour prendre un exemple, en ce qui concerne le changement climatique, les scientifiques ont défini des variables climatiques essentielles, qui sont des paramètres qui permettent de bien caractériser l'évolution du climat. Et sur ces 54 variables climatiques essentielles, il y en a 36 qui sont très bien mesurées depuis l'espace. Et la conséquence de ça, en fait, c'est que l'essentiel des travaux du GIEC, qui se reposent sur des publications scientifiques, reposent aussi de fait sur des données spatiales. Au-delà du changement climatique, il y a beaucoup d'objectifs de développement durable qui sont également, pour lesquels le spatial peut également apporter des informations intéressantes. Il y a vraiment une nécessité de pas d'avoir juste la donnée dans les mains, mais vraiment la comprendre. Donc c'est aussi le pouvoir de savoir lire en carte, mais aussi lire des données. Et comme on le dit un membre en nous, Esri, le géospatial, c'est vraiment la science de l'où, donc the science of where. Et là, c'est l'observation de la Terre ramène un surplus en fait à niveau de domaine thématique. Et après, je mentionne bien sûr Copernicus, ce que ça donne et ça ouvre vraiment toute cette connaissance. Est-ce qu'on arrive à mobiliser aussi les géodatas sur ce qu'on ne voit pas, sur ce qu'on ne sent pas, sur ce sur quoi on doit anticiper et pour détecter l'invisible, j'ai envie de dire. Oui, en fait, je reprends votre mot et surtout le fait de donner confiance aux citoyennes, par exemple. Oui, c'est même une de nos priorités depuis un an. Un espace commun de données a été mis en place il y a un peu plus de 2 ans, dédié à la santé-environnement, donc à la compréhension de l'impact à l'environnement sur la santé, le bruit, les vagues de chaleur, les pesticides, la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Ça s'appelle le Green Data for Health. C'est fait aussi pour la recherche, le terme est en anglais. Et il y a depuis la mise en place, donc ces données ont été travaillées et sont mises à disposition. Et grâce à cela, depuis 2 ans, il y a toute une série de projets, d'actions concrètes portées par des chercheurs ou des professionnels de santé, souvent en lien avec des collectivités, pour justement exploiter cette donnée auxquelles ils n'avaient pas accès avant et qu'ils ne pouvaient pas croiser. Cela s'est fait aussi en lien avec le Health Data Hub, donc avec toute la donnée de santé. Et assez rapidement, c'est ce sujet-là qui est remonté il y a 1 an, ce que tu appelles l'invisible, j'ai entendu le ressenti. Donc je reviens sur une notion que j'ai évoquée très rapidement tout à l'heure, là, ce sigle UFS, Urbanisme favorable à la santé. Et là, on se rend compte, effectivement, il faut par exemple être capable d'avoir une notion de ce qui se passe à 1 mètre du sol et aussi être capable de croiser des données factuelles, scientifiques sur des phénomènes climatiques avec notamment les sciences comportementales. Donc on accélère sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on peut profiter, utiliser les sciences cognitives, les sciences comportementales, les croiser avec l'ensemble de ces données-là pour aider les décideurs locaux à urbaniser, à aménager différemment leur ville. Et on retrouve d'ailleurs, je trouve, c'est quelque chose qui est assez présent dans ce qu'on appelle la transition écologique, c'est que c'est éminemment pluridisciplinaire. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je trouve que ce que vous organisez au Geodata Days, cet écosystème, c'est génial, parce qu'on voit que c'est vraiment dans votre culture, donc il faut croiser des compétences. Les personnes qui savent faire des géodatas doivent être capables de travailler avec des élus, avec des aménageurs, mais aussi, par exemple, avec des experts en sciences cognitives. Et autre traduction concrète. On va mélanger du in situ, on va mélanger du spatial, du ressenti de la science comportementale, des observatoires historiques qui ont été mis en place pour faire d'autres choses, parce que c'est très bien, les données de santé, il y en a qui sont collectées pour des processus de gestion que l'on veut maintenant utiliser pour faire de la prévention, etc. Croiser des données, c'est croiser des compétences, croiser des modèles. On parle beaucoup de géodata. Ça serait bien qu'on parle de géomodèles aussi, parce que les géodatas sans les géomodèles, c'est moins bien. Enfin, je dirais les deux s'enrichissent mutuellement. Alors il faut des espaces clairement communs pour être capable de faire ça. On reparlera peut-être du jumeau dont on a parlé un peu hier. Mais de toute façon, il faut accepter que dans ces infrastructures numériques,
il y ait des choses qui puissent être centralisées parce qu'elles ont du sens à être centralisées, et d'autres qui peuvent être décentralisées totalement, qui peuvent être spécifiques à des territoires, spécifiques à des applications. Donc voilà, donc il faut avoir de la centralisation, mais aussi de la décentralisation et de l'interopérabilité qui permettent de mettre en réseau toutes ces infrastructures numériques différentes. Et là, je pense qu'on a beaucoup à faire. On a beaucoup de données de très bonne qualité qui ne sont certainement pas utilisées à la hauteur de ce qu'elles pourraient être. Souvent d'ailleurs parce que la plupart des utilisateurs ignorent ces données, ne savent pas tout ce qu'elles peuvent leur apporter. Donc ça, c'est le vrai enjeu, c'est d'aller à la rencontre des utilisateurs. Et ça, je dirais, c'est un peu le nouvel enjeu qu'on va avoir aussi dans les années à venir. C'est de pouvoir associer à la fois des données publiques et des données du secteur privé, avec en plus des acteurs émergents qui pensent à de nouvelles idées de constellation d'observation de la Terre sur le mode New Space. On parle d'acteurs émergents qui bénéficient notamment de la baisse du coût de l'accès à l'espace. Et donc l'enjeu, ça va être de qualifier ces données aussi, parce que voilà, il faut, c'est important quand on met à disposition des données de garantir leur qualité. Donc de qualifier ces données et également de les rendre facilement accessibles et de les mélanger avec d'autres types de données. Donc effectivement, on a des questions d'interopérabilité peut-être technique, mais aussi de gouvernance de tous ces systèmes qui cohabitent et qu'il faut effectivement essayer de mieux marier ensemble pour pouvoir faciliter la vie des utilisateurs. Et alors au CNES, on a lancé une nouvelle initiative qui s'appelle le Space Data Marketplace, qui se veut être un petit peu le bon coin ou le booking.com de la donnée, et notamment justement pour faciliter l'accès à des données d'acteurs émergents qui proposent de nouvelles solutions spatiales, des données dans l'infrarouge, des données dans le visible. On devrait avoir une plateforme européenne sur ça. Donc, on peut que continuer à pousser à l'utilisation de ces données. Les deux solutions que moi, personnellement, on supporte, c'est vraiment l'intégration de jeux spatial OT dans les politiques publiques, faire que les décideurs peuvent vraiment impliquer et décliner l'importance de ces données. Donc, je ne parle pas justement juste au niveau européen, mais aussi au niveau des collectivités. Surtout en parlant en France, il y a tout cet couchage d'acteurs, collectivités qu'ils doivent savoir. Donc, c'est un top-down, un bottom-up approach. Mais aussi pousser vraiment les acteurs à faire partie de projets innovants. Et je me permets de dire ça parce qu'il y a vraiment des projets à niveau européen, les anciens H2020 et maintenant Horizon Europe, qui donnent vraiment la possibilité aux utilisateurs finaux de devenir pilotes dans ces cadres. Dans le cadre de politique commune, de politique publique, il y a le projet Protect qui donne vraiment accès au gouvernement, par exemple local, accès à solutions climatiques innovantes. Donc, parce que notre souci ou notre défi, pour mieux dire, c'est comment le gouvernement public peut accéder aussi, peut acheter donc, ces produits. Donc. On a parlé beaucoup de planification hier, et je crois qu'il y a les grandes planifications, les grands mouvements, et ça, je fais confiance aux grands organismes pour pouvoir nous aider. Nous, quand on est plutôt en collectivité, en proximité, on fabrique de la ville ou de la vie dans la ville. Et sur ce sujet-là, on a besoin de votre expertise pour comprendre les grands phénomènes. Mais en local, j'aimerais juste repartir d'un exemple. Parfois, on a des phénomènes qui sont une expression de besoin ou une intuition ou un ressenti politique, pour dire, il y a le ressenti citoyen et le ressenti politique. Un exemple très concret. On est tous en train de verdir nos villes. On a tous besoin, effectivement, de retrouver un contact à la nature. Donc, on plante des arbres, beaucoup. Et c'est très, très bien. On laisse la nature en friche, même sur les carrefours ou les bas-côtés. Et on voit que pour la biodiversité, c'est très, très bon. Et il faut vraiment le faire. Sauf qu'on a un ressenti politique qui s'affirme, c'est qu'en fait, cet été, jamais on a eu autant d'allergies diverses et variées en proximité, remontées par les médecins, que depuis qu'on a effectivement engagé cette politique de renaturation des villes. Ce dont on a besoin, c'est effectivement pouvoir accompagner ces micro-problèmes aussi, c'est-à-dire comment on arrive à objectiver, et non pas d'un ressenti ou parce qu'on écoute 3 ou 4 médecins. Et c'est là où en fait souvent la crise, la petite comme celle-ci, mais la grande crise, nous oblige. On l'a vu pour le Covid. Jamais le Covid nous a démontré qu'on avait des problèmes d'interopérabilité, au sens vraiment la technique. Les médecins, les ARS, les ORS, les CHU n'étaient pas capables, aujourd'hui, en temps réel, parce que là je parlais de la crise temps réel, de pouvoir nous
libérer, ou en tout cas nous rendre accès à des données pour qu'on ait des outils qui soient capables d'anticiper, ne serait-ce que 2 jours pour anticiper ces pics. Souvent c'est le cas, hein, il faut toujours une crise pour avancer, et la résilience elle est ainsi. Mais quand même, évitons ces grandes crises. Et en fait, là où, pour répondre à votre question, on a à la fois besoin, et on le fait, des grands opérateurs qui nous, effectivement, sur de la planification, nous offrent des outils, mais on a besoin d'agilité dans les outils. Quand les gens pensent qu'ils sont assis sur un tas d'or, c'est ce qu'il y a de pire. Donc il faut très clairement dire à tout le monde, stop, il n'y a personne qui est assis sur un tas d'or, on est tous sur un même territoire, et puis si on s'y met tous ensemble, on va sûrement arriver à faire des trucs qui vont faire qu'on va vivre un peu mieux. Le constat que nous avons fait, c'est que ces solutions portées par des entreprises, parfois publiques, donc qui permettent d'avoir des solutions à toutes les problématiques qu'on a évoquées, hein, de climat, d'énergie, de mobilité, de déchets. Mais en réalité, elles existent, elles sont là, mais elles ne sont pas suffisamment utilisées. Et quand elles le sont, elles ne sont pas utilisées avec une échelle assez grande. Et donc il y a un problème de vente et d'achat de ces solutions. Donc les acteurs, les entreprises, les citoyens, les collectivités territoriales, selon nous, et nous-mêmes les ministères, on n'achète pas assez ces solutions-là, qui parfois sont des solutions vendues par vos entreprises, enfin pour celles et ceux ici qui représentent une entreprise. Donc ça, on en a fait l'axe majeur de l'autre partie des collabs. D'ailleurs, on a eu la chance d'être primé par la Commission européenne qui l'an dernier a décidé que c'était... on a été dans les 5 meilleures initiatives de soutien à l'innovation et à l'économie en Europe. C'était une très très belle surprise. Et donc on a développé toute une action pour aider à rapprocher ces deux mondes, les collectivités territoriales et leurs acheteurs publics, les hôpitaux, les bailleurs sociaux, avec en face les acteurs qui peuvent apporter des solutions. Et ce sont très souvent des entreprises qui mobilisent la data ou qui offrent des solutions. Donc, très souvent, les journalistes, les commentateurs, les animateurs de table ronde vont dire combien d'argent vous mettez. Donc on annonce un fonds ou alors on fait une loi et un décret. Dans les autres pays, on commence par voir comment on dépense son argent. C'est vrai qu'on a une particularité française là-dessus. Et donc on commence par voir comment est-ce qu'on va pouvoir organiser différemment cette commande publique et commande privée, parce que les grands groupes ont aussi cette problématique. Malheureusement, ils n'ont pas forcément dans leur culture une facilité à collaborer avec des startups, des entreprises. C'est ce qu'on appelle en mauvais français l'open innovation, l'innovation ouverte. Voilà. Donc nous, on en a fait l'axe majeur de l'autre partie des collabs et qui explique la présence au Geodata Days de notre petit stand avec des startups qui sont là, etc. On sécurise juridiquement. Et l'autre truc qu'on leur demande depuis 30 ans, c'est d'acheter le moins cher possible. Et donc les deux combinés ne sont pas très propices à l'innovation, au changement et donc à cette accélération sur laquelle tu poses la question. Donc on essaye de craquer cela avec d'autres, on n'est pas les seuls. Et pour nous, c'est devenu quelque chose de vraiment extrêmement important parce que sinon, on va avoir des données extraordinaires, on aura peut-être enfin résolu l'interopérabilité. Les communs, c'est une autre forme de réponse? Ou pas du tout? Ou c'est trop lent? Un commun. Ça met du temps, c'est sûr. Et oui. Bon, moi, je rebondis sur ce que disait Jean-Marie. Je pense que libérer la donnée, c'est pas contraire à faire du business. Ça, c'est très clair. Et à la mise en commun. Je reviens encore, je suis un peu monomaniaque, sur la question des modèles. C'est que si on veut faire de la décision, enfin des outils d'aide à la décision, on a besoin par-dessus des géodata d'avoir des géomodèles. Donc il faut qu'on ait un endroit où on puisse faire tout ça. Alors effectivement, on parle beaucoup de jumeaux numériques en ce moment. Et d'ailleurs, on dit jumeau numérique de l'hygiène. Non, c'est pas un jumeau numérique de l'hygiène. C'est un jumeau numérique de l'ensemble de la communauté. Enfin, c'est surtout un jumeau numérique de la France. De la France. Et en commun, je dirais, avec les acteurs publics, mais aussi avec les acteurs privés. Ça ne pourra pas se faire sans les acteurs privés, sachant que l'urgence et le travail à accomplir, il est absolument gigantesque. Et quand on parlait de données tout à l'heure, bien entendu, c'est intéressant d'avoir toutes ces données statiques sur le territoire, mais on a aussi besoin de croiser la donnée géospatiale avec les données statistiques. On a les statisticiens d'un côté, on a les géospatiales de l'autre, mais il faut qu'on croise tout ça, et qu'on croise tout ça aussi avec des données de mobilité des populations, parce qu'effectivement, quand on parle de risques, etc., on a besoin d'avoir toutes ces informations-là. Donc il faut qu'on ait un endroit, une place de marché, mais aussi une place de science. Pour faire ça, il faut qu'on soit tous ensemble. Donc oui, on a besoin de faire en commun, et en commun à large échelle. Et après, je parle de commun au niveau national, après il y a le sujet
de l'européen, parce que moi je suis aussi représentant d'Eurogeographics. Voilà, donc il y a aussi une question de répondre aux politiques publiques européennes, donner des outils aussi à la Commission, qui est très intéressée par des données à haute valeur. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on fasse ça, et puis aussi aider, je dirais, nos acteurs privés à devenir des champions et qu'ils puissent aller exporter aussi au-delà des frontières européennes. Donc, comment est-ce qu'on arrive à aider, à trouver des marchés sans être que dans le push et qui, justement, vont permettre cette accélération et d'avoir des meilleures réponses par rapport aux questions qu'on se pose. Effectivement, la clé de la réponse, ce sont les utilisateurs. Les utilisateurs qui ont des besoins et qui, en général, vont pas... Alors, il y a deux types d'utilisateurs. Il y a les utilisateurs de données initiés, par exemple Météo France, l'IGN, le BRGM, données spatiales ou autres, d'ailleurs. Ce sont des utilisateurs initiés. Bon, ils savent traiter une donnée. Et puis, la plupart des utilisateurs, enfin, de la demande, correspond à des utilisateurs qui ne savent pas forcément traiter une donnée et qui ont besoin d'informations adaptées à leurs problématiques. Et donc, tout l'enjeu, c'est ce secteur de la valeur ajoutée sur la donnée pour apporter une information bien adaptée aux besoins des utilisateurs. Et donc, en fait, c'est vraiment l'importance, c'est vraiment de stimuler ce secteur de la valeur ajoutée, parce qu'à la fin, l'utilisateur, quelque part, il va devoir payer. Si ça a une valeur ajoutée, il y a un coût. Donc effectivement, l'idée c'est que ce soit qu'il y ait une certaine émulation pour faire en sorte que les coûts ne soient pas trop élevés, mais justement, ça passe aussi par le développement du secteur, cette émulation. Et donc au CNES, on a mis en place plusieurs initiatives pour essayer de stimuler aussi cette offre, mais offre vraiment ciblée et dédiée vers les utilisateurs. Connect by CNES, qui a un stand d'ailleurs à l'étage. Donc pour justement, c'est l'objectif de Connect by CNES, c'est faire se rencontrer la demande et l'offre, et puis stimuler ce secteur de la valeur ajoutée pour que l'offre elle réponde à la demande. Et on a également, dans le volet spatial de France 2030, mis l'accent sur cet aspect-là, en faisant un appel à manifestation d'intérêt vers les besoins publics pour définir des besoins donc publics, avec donc la notion derrière de clients d'ancrage. Et puis ensuite, nous avons sorti des appels d'offres ciblés sur les besoins de ces clients d'ancrage pour leur montrer justement à ces clients d'ancrage tout le bénéfice qu'ils peuvent tirer de la donnée spatiale une fois qu'elle a été transformée en service, en fait. Voilà, donc ça c'était pour France 2030, qui a quand même bénéficié d'1,5 milliard d'euros dans le cadre du volet spatial. Et puis on a également l'initiative, le Space for Climate Observatory, qui est une initiative qui est dédiée en fait à l'adaptation des territoires face au changement climatique. Et un des enjeux de ce Space for Climate Observatory, c'est vraiment donc d'aller à l'échelle des territoires, à l'échelle locale, utiliser des données spatiales, mais beaucoup d'autres données, des modèles, comme l'a mentionné et rappelé Nicolas, pour faire en sorte de produire des indicateurs pour faciliter les décisions publiques d'aménagement du territoire, de mieux gérer ses cultures en riz par exemple, mieux gérer le littoral, qui est effectivement qui sont des zones extrêmement fragiles face au changement climatique. Moi, je trouve que c'est passionnant ce que vous évoquez, parce qu'en fait, c'est la trajectoire. En fait, on peut parler de n'importe quel type de données qui va justement permettre de comprendre les grands phénomènes. Il y a quelque chose qui, moi, m'interpelle toujours, c'est le temps d'appropriation. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'on n'accompagne pas les citoyens à bien comprendre sur les grands enjeux aujourd'hui, mais les petits enjeux du quotidien. Mais comment, nous, localement, on arrive à avoir des indicateurs d'appropriation sur le ressenti des invisibles, enfin tout ce qu'on évoque, parce que je trouve ça, là on touche cette matière un peu molle, sensible, qui touche à l'affectif parfois, et sur lesquels la donnée malheureusement tangible, verticale, ne nous aidera pas. Donc pour moi, c'est, je crois effectivement à l'interdisciplinarité de la donnée, à la fois en termes de compétences, mais aussi qu'on aille vraiment se laisser découvrir et qu'on aille à un moment donné se dire peut-être que ça sert à rien aujourd'hui, peut-être que ça va coûter en stockage, en traitement, mais peut-être que ça va nous aider à aller justement sur ces ressentis. Je ne crois pas qu'il est suffisant de sortir une carte en disant regardez ce qui va se passer si jamais on a la crue millénaire. C'est pour ça qu'avec les équipes, je travaille aussi, on se dit mais comment on peut à un moment donné, et je crois que les jeux vidéo, la projection du récit immersif, sans faire de l'immersif, la technologie, c'est génial, on met un casque. Tant qu'on n'aura pas les gens qui pourront se dire on a les pieds dans l'eau,
où ils ont dit on a vraiment les pieds dans l'eau, et je caricature, mais on n'arrivera pas à avoir ce récit d'appropriation en disant ok, je suis prête à faire cet effort. On touche l'affect, il faut qu'on arrive à percuter cet affect, et les outils de l'immersion, donc justement l'IA et tout ce qui nous dit, peut nous aider à un moment donné faire sentir que dans le quotidien, Madame Bernard, Monsieur Robert, ils vont se dire ah oui tiens, effectivement ça peut monter quand même. C'est ça en fait l'accru millénaire, et ça va jusque chez le voisin ou pas, mais donc il faut de l'hyper proximité de la donnée et du ressenti. Francesca, à votre échelle. Merci. Je reprends le concept de temps d'appropriation parce que je pense que c'est aussi un niveau de transformation et de supporter ces nouveaux acteurs clés dans le public, dans le privé, sur comprendre vraiment la valeur des géospatiales. Donc, si je peux résumer aussi entre ce que on vient de dire, c'est que on a des applications, mais c'est pas gagné que les utilisateurs ils savent l'utiliser. En Grèce, par exemple, lors de l'incendie cet été, le gouvernement grec n'a pas déclenché le service d'émergence Copernicus pour différentes raisons, manque de sensibilisation, procédure peut-être trop complexe. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé, on connaît très bien, encore maintenant en Portugal, tout ça. Donc là, il y a vraiment une fosse entre la réalité et l'acteur public, l'acteur clé qui doit utiliser cet outil. Thomas, où sont les angles morts pour toi? J'en mettrai deux en avant. Le premier, les données d'intérêt général, et après quelque chose que je vais appeler le porté à connaissance. Donc les données d'intérêt général, prenons l'exemple de ces capteurs qui équipent tous les véhicules et qui déclenchent les essuie-glaces. Si cette donnée donc privée était accessible à certains opérateurs publics, elle permettrait de faire de la prédiction, de la connaissance en temps réel de phénomènes climatiques beaucoup plus précises et réactives. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. On avait fondé pas mal d'espoir sur l'entrée en vigueur de la loi sur les biodéchets au début de l'année 2024, qui désormais oblige les territoires à collecter de façon spécifique ces biodéchets organiques qui représentent un tiers de votre poubelle, qui malheureusement très souvent sont des déchets humides qui finissent dans des incinérateurs. Pour réussir cela, il fallait accéder à de la donnée détenue par des opérateurs privés, des entreprises qui sont sur la collecte, le traitement, c'est très très compliqué. Et là, les années passent, donc il y a un rapport qui avait été remis par un député il y a 3 ans, Éric Botorel, qui en avait fait une de ses priorités. Une circulaire avait décidé de mettre en place un médiateur national dédié à ces données d'intérêt général, les DG. Puis le temps passe et on a du mal à avancer là-dessus. Or, je pourrais aussi mettre dedans les données, le recours à la foule. Donc sur la biodiversité, il y a beaucoup d'initiatives qui sont performantes quand on arrive à recueillir des données produites par des citoyens dans des balades, des promenades sur la présence de telle ou telle faune ou telle fleur. Le deuxième, le porter à connaissance. Donc là, c'est un sentiment, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans toutes mes interactions en interne au ministère, avec les entreprises, les collectivités, etc. C'est-à-dire que on développe un génie, toute une série d'initiatives incroyables pour produire, mobiliser ces données et résoudre des défis techniques incroyables d'interopérabilité ou autres, et d'introduire de la pluridisciplinarité. Enfin, je trouve que ce qui se passe est assez chouette. Mais si on n'est pas capable de mettre autant de génie, de vision dans la façon de porter à connaissance cette donnée, et donc de créer le désir, l'envie de la part d'un élu, d'un chef d'entreprise, d'utiliser cette donnée ou l'usage qu'elle permet d'avoir, et bien à la fin on n'avance pas. Et je pense qu'il y a une sous-estimation de l'importance donnée à se porter à connaissance. Je vois 2 angles morts, enfin il y en a probablement plus que ça, mais j'en vois 2. Alors peut-être un qui va être moins politiquement correct sur la gouvernance, parce que pour pouvoir faire équipe de France, faut monter, descendre, monter, descendre. Pour faire équipe de France, on a besoin d'avoir une gouvernance avec l'ensemble des acteurs, les acteurs avec les collectivités. Je pense que c'est essentiel. Je vais prendre un exemple. Sur le suivi du trait de côte, il y a plusieurs établissements publics qui s'en sentent responsables. Voilà, donc il y a une question de clarification à avoir. Les décrets des établissements datent de plusieurs dizaines d'années pour certains. Par contre, l'urgence du changement climatique, voilà, elle peut forcer à évoluer dans cette direction-là. Je prends l'exemple de l'élévation du niveau des mers. Bon, à l'IGN, on fait beaucoup de géodésie, mais sur les questions de géodésie, ça a été abordé à l'Assemblée générale de l'UNGGIM à New York au mois d'août.
l'élévation du niveau des mers a besoin de géodésie, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur public en charge du monitoring de l'élévation du niveau des mers. Donc il y a plein d'établissements qui sont intéressés, mais il n'y en a personne n'est en charge. Personne ne se sent de porter un observatoire de l'élévation du niveau des mers. Là, pour moi, c'est une question de gouvernance. Et l'enjeu, il est énorme. Peut-être moins énorme pour la France, encore que, on l'a dit, il y a des questions de recul du trait de côte, etc. Mais pour les îles du Pacifique, c'est catastrophique. Voilà, donc un sujet là-dessus, donc, qui ouvre vers la question de est-ce qu'il faut qu'on fasse un schéma national, ou un schéma directeur national de l'observation du territoire, où on définit clairement le qui fait quoi, avec aussi les collectivités, la répartition des rôles, etc. Je pense que c'est extrêmement important d'aller dans cette direction-là. Les sciences humaines et sociales, ça a été dit à travers des questions d'immersivité, de lien avec les citoyens aussi, comment ils peuvent s'approprier ces outils-là via la réalité mixte, etc. On est très ingénieurs ici, hein, très géomaticiens, mais il faut réconcilier, je pense, ces sujets des sciences de l'ingénieur avec les sciences humaines et sociales. Il va falloir que les sciences humaines et sociales prennent une partie importante là-dedans, et je pense que ça va dans le sens de réconcilier, ça a été dit par Étienne Klein, c'est réconcilier la science avec le politique, avec les prises de décision politiques. Nous sommes challengés par nos scientifiques qui nous demandent toujours plus de mesures, des mesures nouvelles sur des observables qu'on n'a pas encore, et sur lesquels il faut progresser pour mieux comprendre le système Terre. Et ce qui est très intéressant, c'est au-delà des missions de recherche, en fait, c'est de pouvoir ensuite transformer ces missions-là en missions opérationnelles avec un suivi dans le temps. Et là, on a la grande chance en Europe d'avoir le programme Copernicus ou une agence comme EUMETSAT pour la météo et le climat. Pour nous, c'est vraiment le Graal. Une fois que ces missions ont fait la démonstration de leur intérêt et de leur utilité, c'est de pouvoir les basculer dans des programmes opérationnels. Et avec SWOT, donc, que j'ai mentionné, qui est une coopération avec la NASA, on a réussi, puisque les futures missions Sentinelle pour mesurer le niveau des océans vont également mesurer le niveau des ondes continentales avec des concepts instrumentaux qui sont inspirés de cette mission de recherche SWOT. Donc voilà, on a également le même type d'exemple sur la mesure des gaz à effet de serre, qui est un vrai défi aussi à l'échelle globale, pour mieux comprendre le cycle du carbone, le cycle du CO2, le méthane, etc. Donc on a des missions également dans nos cartons, comme Microcarb pour le dioxyde de carbone, Merlin pour le méthane, afin effectivement d'accompagner aussi les politiques d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, nous on est vraiment, toujours on se projette vers le futur, vers l'avenir. Les nouveaux défis, en fait, ce sont beaucoup les scientifiques qui nous les mettent sur la table, en disant, voilà, pour mieux comprendre ce qui se passe, pour mieux s'adapter, pour mieux atténuer les choses, on a besoin de tel ou tel observable. Bonjour, Stéphane Roche, Université Laval, à Québec. Aujourd'hui, 2,5% des émissions de GES sont liées à l'activité numérique en France. Et si le scénario tendanciel se maintient d'ici 2050, on sera bien au-delà. Et c'est en même temps la plus grosse progression. C'est dans la part d'émissions de GES, ce qui progresse le plus vite, c'est celle liée au numérique. Donc ma question, ça c'est un véritable angle mort parce qu'on en prend à peu près pas compte. Ma question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt penser la géomatique pour à la fois re-questionner les usages et à la fois repenser le système. Et quand je dis le système, c'est le système de notre rapport à la société, parce que si on ne fait pas ça, on va continuer à optimiser des façons de faire, et en optimisant des façons de faire, on ne réduira pas les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre, et donc on fera en rien en sorte que la géomatique contribue à la lutte au changement climatique, mais au contraire, il contribue plutôt au maintien de ces enjeux-là. Moi, je pense qu'il faut arrêter de ce numérique bashing de façon très responsable, apaisée, parce que tu as raison. Mais il ne faut pas qu'on alimente et qu'on soit un peu, même nous, le lapin, qui soit complètement sous les feux. Oui, aujourd'hui, le numérique est responsable de fait. Il est parfois irresponsable dans sa responsabilité du fait que sur le climat, il faut qu'on soit très vigilant. Oui, la sobriété, elle doit être la frugalité. La sobriété, alors, à la fois des usages pour la technologie, parce qu'en fait, il y a deux types de sobriété.
J'aime à dire qu'on raisonne aujourd'hui sur le court-termisme sur ce sujet. Prenons le temps de la science, je suis scientifique, et essayons de se dire qu'effectivement, aujourd'hui, on voit bien le rapport, c'est 80 sur les machines, donc arrêtons déjà de changer juste de téléphone portable. L'enjeu est tellement fort que si on rentre sur ces petits débats, on va dire politiques, c'est pas le sujet. Et deux, encore une fois, je le dis, de façon globale, le numérique bashing est devenu un sport national et international, pour plein de raisons. Comment vous pourriez vous mettre en marche pour mesurer l'impact des décisions politiques ou des non-décisions politiques ou des reculs politiques? Faisons cette hypothèse. Les citoyens se sont appropriés les choses. Maintenant, comment évaluer dans les territoires et au niveau national les effets des décisions politiques? Non, mais effectivement, c'est tout à fait important, et ça nécessiterait justement des arènes où on discute de ça et de quels indicateurs on est capable aussi de se donner par rapport à ça. Parce que je ne suis pas sûre qu'on manque des données de base, c'est juste qu'il faut l'endroit, comme on l'a dit, la gouvernance, la légitimité et les formes appropriées pour travailler là-dessus.